Bonjour, mesdames et messieurs, à la une de l'actualité sur RTI 1. Dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue au Qatar, le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier lundi à Doha avec l'émir du Qatar. À l'issue de l'entretien, 6 accords de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et l'État du Qatar ont été signés dans plusieurs domaines. Le Premier ministre, lui, a animé hier matin une conférence de presse à la primature au plateau en présence des journalistes et de plusieurs membres du gouvernement. Amadou Gon Coulibaly s'est exprimé sur plusieurs points. Nous reviendrons sur quelques-uns de ces points au cours de cette édition. Un projet d'éducation et de santé en faveur de 100 000 jeunes filles vient d'être lancé pour les 3 prochaines années. Il est financé à hauteur de 3,4 milliards de francs CFA par la COICA, l'agence coréenne de coopération internationale, pour améliorer le taux de scolarisation des jeunes filles. Dans le cadre de sa visite officielle au Qatar, le président Alassane Ouattara et l'émir du Qatar ont eu hier lundi au Palais Royal du Diwan de Doha un entretien élargi aux 2 délégations. 6 accords de coopération ont été signés à l'issue de cette rencontre. Des accords relatifs notamment au secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les transports maritimes, la protection réciproque des investissements et la création de la grande commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. Le reportage à Doha de notre envoyé spécial Awa Touré. Palais du Diwan à Doha, la capitale qatari, ce lundi 17 septembre, accueil du président de la République Alassane Ouattara par l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Cérémonial d'accueil avec l'exécution des hymnes nationaux. Et les honneurs militaires rendus par la garde royale. À l'issue de la cérémonie protocolaire, les 2 chefs d'État se sont retirés pour un entretien élargi aux délégations. La Côte d'Ivoire et le Qatar entament ainsi, à travers cette 2e visite du président Alassane Ouattara, qui intervient après celle de l'émir du Qatar en décembre 2017, une nouvelle étape du processus de renforcement de leurs liens d'amitié et de coopération. Cette volonté des 2 pays de développer les relations diplomatiques, économiques et commerciales s'est matérialisée par la signature de 6 accords de coopération. Il s'agit notamment de l'accord portant création d'une grande commission mixte de coopération et des accords dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des transports maritimes, du tourisme et des activités touristiques et commerciales, la protection réciproque des investissements, ainsi que la réglementation de l'emploi de la main-d'œuvre ivoirienne dans l'État du Qatar. Le chef de l'État a aussi mis à profit son séjour pour renforcer les actions déjà initiées auprès des milieux d'affaires qataris en vue de développer le volume des échanges avec ce pays et attirer plus d'investissements. Et en marge de cette visite officielle du président de la République au Qatar, Marcel Amontano, le ministre des Affaires étrangères, accompagné d'une partie de la délégation ivoirienne, a visité hier lundi le musée d'art islamique de Doha. Awa Touré y était aussi pour RTI. Le musée d'art islamique le plus grand de Doha, créé en 2006, est une œuvre de l'architecte chinois Li Mingfei. Il a été aménagé par Michel Villemotte, architecte, urbaniste et designer français. Ce joyau architectural, bâti sur une île artificielle, regroupe une vaste collection d'œuvres du 7e au 19e siècle. Une collection décrite comme l'une des plus prestigieuses du monde. 3 étages sont dédiés à ce musée d'art islamique, 2 consacrés aux expositions permanentes et 1 aux expositions temporaires. À travers les œuvres que nous avons vues, on peut constater la richesse de la religion islamique. Les pièces sont exceptionnelles,
C'est impressionnant. Je suis très content d'avoir pu faire cette visite. Les œuvres sont magnifiques. Les œuvres exposées viennent de différents pays, de l'Irak à l'Italie, en passant par l'Ouzbékistan. Outre des manuscrits, des calligraphies islamiques, le musée compte des objets en céramique, métal, verre, ivoire, textile, bois et des pierres précieuses, dont 42 chefs-d'œuvre exposés pour la première fois en 2006 au musée du Louvre à Paris. Sur place ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre a animé hier matin une conférence de presse à la primature au plateau. En présence des journalistes et de plusieurs membres du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly s'est exprimé sur plusieurs points. Une conférence de presse décryptée pour vous par nos reporters. Retour tout d'abord sur l'aspect politique de son intervention et c'est avec Alexis Ouedraogo. Ma conviction, c'est qu'il y a eu des progrès. L'autre conviction, c'est que ce n'est pas suffisant pour absorber l'ensemble de la demande sociale aujourd'hui. Le président de la République, solennellement, le 6 août, dit à son gouvernement, soumettez-moi un programme qui renforce notre programme social. Et je dis que le gouvernement que je dirige travaille activement. Expliquer et clarifier les grandes lignes de l'action gouvernementale, c'est l'exercice de transparence auquel s'est livré le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Plus d'1h30 face à la presse, le chef du gouvernement a fait le tour des sujets les plus chauds du moment, notamment la réforme de la CEI. Ceux qui ont voulu utiliser le discours du chef de l'État pour dire qu'il a pris d'engagement ont mal lu le discours. Parce que dans le discours lui-même, si vous le prenez et que vous le lisez, il est mentionné à l'intérieur, quand on prend l'ensemble du paragraphe concerné, les élections de 2020, c'est mentionné. La CEI centrale à Abidjan ne fera que recueillir les résultats, mais les proclamations seront faites donc localement. La composition des CEI locales, c'est 4 personnes de l'opposition, 4 personnes de la majorité. Donc ces élections locales, la CEI qui compte, ce sont les CEI locales qui vont proclamer les résultats. Donc le débat de la réforme de la CEI centrale est sans objet par rapport aux élections locales. Pour Amadou Gon Coulibaly, il est aujourd'hui impérieux de travailler à l'unité, à la stabilité, mais surtout à l'amélioration de la qualité de vie des populations. Je voudrais vraiment, à la limite, supplier l'ensemble des acteurs politiques pour que nous ayons un consensus donc minimum en nous disant qu'on veut quand même que notre pays marche, qu'on veut améliorer les conditions de vie de nos compatriotes, les Ivoiriens. Il faut qu'on ait un consensus minimum là-dessus. Et que notre débat se situe au niveau de savoir qu'est-ce que chacun pense faire pour atteindre cet objectif. Revenant sur les turbulences PDCI et RHDP, Amadou Gon Coulibaly a tenu à rappeler la vision commune des alliés d'hier. On avait comme objectif 1 de promouvoir donc, les idéaux du président Félix Houphouët-Boigny, 2 d'aller à toutes les élections à RHDP et 3 de créer le parti unifié. Le débat en 2016 était de savoir comment ce parti allait s'appeler. À l'issue d'une audience tenue à Daoukro, il a été clairement indiqué à la face donc, de la nation que le parti unifié s'appellerait donc RHDP. Qu'on ait des écueils en cours de route, ça peut se comprendre, mais ça ne doit pas nous détourner les uns et les autres de l'objectif que nous nous sommes fixés depuis le début. Sur le plan social, des défis importants restent à relever. La promotion de la bonne gouvernance, la poursuite de l'amélioration du climat des affaires et de l'efficacité de l'administration publique, la mobilisation des ressources intérieures, mais surtout la préservation du climat social. Je trouve qu'il n'y a pas de raison de tout faire pour créer un problème ou une crispation artificielle. Allons aux élections en paix, laisser les Ivoiriens se prononcer. Le dialogue politique, nous allons le reprendre pour préparer les élections de 2020. Et je vous assure, il faut une élection apaisée en 2020. Il faut qu'en 2020, celui qui a gagné a gagné. Que ceux qui n'ont pas gagné puissent donc féliciter, comme en 2015,
celui qui aura gagné. Il faut qu'on revienne à un système apaisé. Ça apaisera les Ivoiriens, ça leur donnera une confiance définitive dans ce qu'ils sont sortis du traumatisme qu'ils ont vécu en 2010-2011. Et dans toutes les enceintes internationales, dans tous les débats que nous pourrions avoir avec les investisseurs, la problématique de la stabilité de la Côte d'Ivoire se retrouvera subséquemment définitivement réglée. Concernant les remous récents autour des travaux de construction du 4e pont, le chef du gouvernement s'est voulu rassurant. Pour les personnes qui sont locataires, il leur sera donc versé 4 mois donc, de loyer pour leur permettre de pouvoir se reloger. Et pour les personnes qui sont propriétaires et qui ne résident pas, donc une évaluation donc, sera faite de leur bâti, donc, y compris donc, des terrains, et cela sera donc payé également. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État Alassane Ouattara, entend sur la période 2018-2020 renforcer l'action sociale pour faire que les populations les plus vulnérables puissent voir leurs conditions de vie améliorées. Dans son intervention, la question de l'endettement de la Côte d'Ivoire a été également soulevée par le chef du gouvernement, tout en rappelant que le taux d'endettement était raisonnable. Amadou Gon Coulibaly a indiqué que le gouvernement est déterminé à laisser aux prochaines générations un pays qui ne croule pas sous le poids de la dette. On en parle avec Adama Koné. Le gouvernement ivoirien surveille son niveau d'endettement comme du lait sur le feu. Selon le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, c'est un exercice régulier que de veiller à la facture de la dette chaque fois que le pays sollicite un appui financier extérieur. Toute chose qui explique que le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire soit de 42,7%. Comparativement à la norme communautaire dans l'UEMOA de 70%, c'est un bon niveau. Mais la vigilance est de mise. Lorsque nous prévoyons des investissements, nous avons ce qu'on appelle un plan d'emprunt annuel qui dit quel est le plafond d'endettement par année au niveau donc, de l'État et qui tient compte de la soutenabilité donc, de la dette. Parce que nous sommes tous soucieux de laisser aux générations futures un pays pas surendetté. S'endetter pour réaliser des projets qui vont créer de la richesse pour le pays, une richesse qui va permettre d'enrichir donc, les Ivoiriens, ça, c'est une bonne chose. Pour renforcer son dispositif de contrôle, l'État a mis sur pied un comité chargé de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Tout récemment, les spécialistes ont identifié et codifié les risques liés à la bonne gestion budgétaire. Autre assurance donnée par le Premier ministre au cours de cette conférence de presse, la gestion de la filière cacao. La situation n'est pas au niveau du cacao la plus difficile maintenant. La situation la plus difficile, nous l'avons connue par le passé. Aujourd'hui, la situation est moins difficile, mais des initiatives sont prises sur la question de la transformation à nouveau, en liaison avec le Ghana. Et j'ai bon espoir d'ailleurs que de la fixation des prix pour les campagnes donc à venir, que nous pourrons le démontrer en montrant qu'il y a un léger mieux. On a un problème spécifique qui est la faillite de SAF Cacao. Bien, sur la faillite de SAF Cacao, des discussions sont en cours pour éviter que l'économie locale de San Pedro ne puisse trop en pâtir. Sachez que les salariés de SAF Cacao sont toujours payés et que l'idée, en tout cas, c'est de tout faire pour que le liquidateur trouve un repreneur qui permette une continuité d'activité et que nous puissions faire la liquidation en pouvant désintéresser également tous les créanciers, y compris les banques. Concernant la NACAD, Amadou Gon Coulibaly a souligné que 60 000 tonnes ont été transformées l'année dernière. Pour cette saison, ce volume doit être porté à 80 000 tonnes. Annoncé depuis 2017, la construction du 4e pont d'Abidjan va soulager les automobilistes. La réalisation de l'ouvrage sera une réponse à la question des embouteillages à Abidjan. D'ici là, le gouvernement procède à des déguerpissements et les populations recensées sont indemnisées. Opération d'indemnisation qui a démarré hier lundi au foyer des jeunes d'Atekoubé, comme vous le voyez en image, menée donc par l'Agéroute. Elle va durer 2 semaines. Cette opération, la première phase de cette opération donc concerne 1500 personnes
personnes, toutes du secteur informel, installées à la nouvelle gare d'Atekoubé. Une centaine de déguerpis ont reçu leur chèque, de quoi leur permettre de se trouver à un autre site afin de mener à bien leurs activités. Snedai Group apporte son appui à la police nationale. 10 véhicules d'une valeur de 200 millions de francs CFA. Voilà le don fait par la Société nationale d'édition de documents administratifs et d'identité à la Direction générale de la police nationale. Cela dans le cadre de la lutte contre la criminalité. On en sait plus avec Abou Sanogo. 10 véhicules flambant neufs de type pick-up d'une valeur de 200 millions de francs CFA, offerts à la police nationale par Snedai Group, la Société nationale d'édition de documents administratifs et d'identité. Ce geste qui vient renforcer les capacités opérationnelles des services de police intervient dans la 10e année d'existence de ce groupe. 10 années donc de collaboration avec la police nationale dans le cadre de la convention Passeport. Fort de cette fructueuse collaboration entre nos services dans le cadre notamment de la convention Passeport et de notre responsabilité en tant qu'entreprise citoyenne, je voudrais vous assurer de notre disponibilité permanente à vous accompagner dans l'ensemble de vos projets et vous dire que ces 10 véhicules que nous vous remettons ce jour ne sont que le début d'une série d'actions prévues. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, tout en saluant le geste du donateur, a relevé qu'il demeure le partenaire idéal pour l'État de Côte d'Ivoire. Votre choix n'est pas le fruit d'un hasard, car la sécurité est transversale à toutes les activités, et plus particulièrement à celles nécessaires à l'installation d'un climat propice au développement des affaires. La Société nationale d'édition de documents administratifs et d'identité se propose de réaliser des innovations, notamment le renforcement de la sécurité du carnet de passeport, la mise en place d'une procédure d'urgence pour la production du passeport biométrique en moins de 24 heures, la dématérialisation des documents requis pour l'enrôlement afin de réduire le délai de traitement, de transmission et de délivrance des passeports biométriques, et la construction de 3 sites de demande de passeport à l'intérieur du pays, notamment à Korogo, Daloa et Yamoussoukro dans un délai de 6 mois, dans le cadre de la politique de décentralisation engagée par l'État et dans le rapprochement des populations. Dans le secteur de l'éducation, fait également un bond en avant. Un projet d'éducation et de santé en faveur de 100 000 jeunes filles vient d'être lancé pour les 3 prochaines années. Financé à hauteur de 3,4 milliards de francs CFA par l'Agence coréenne de coopération internationale, ce projet permettra à terme d'améliorer dans plusieurs zones du nord du pays le taux de scolarisation d'adolescentes et de lutter efficacement contre le VIH-Sida. Le reportage de Didier Nguessan dans un récit de Grace Kando. 3,4 milliards de francs CFA pour favoriser l'éducation des filles et prévenir la propagation du VIH chez les adolescentes et jeunes femmes. Un projet mis en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire et financé par l'Agence coréenne de coopération internationale COICA en partenariat avec l'UNICEF. L'éducation des filles ne permet pas seulement de transformer des vies, elle en sauve. L'enfant d'une mère qui sait lire a 50% de chances de plus de vivre au-delà de l'âge de 5 ans. Une fille qui va au bout de ses études secondaires a moins de chances d'être infectée par le virus du VIH et jusqu'à 6 fois moins de chances d'être mariée dans l'enfance. À terme, ce partenariat permettra l'apprentissage de 100 000 filles défavorisées des régions d'Odiéné, Minignan et Touba. L'initiative s'inscrit dans la droite ligne des actions menées par les responsables du système éducatif. Je me réjouis de cette convention qui vient en appui aux initiatives d'accélération de l'éducation des filles amorcées dans ces régions défavorisées et fragiles du nord de la Côte d'Ivoire et qui visent par ailleurs à protéger les adolescentes et les jeunes femmes des risques de VIH-Sida. À l'entrée en 6e, comme au BPC, les meilleures sont les jeunes filles. Il faut que les parents comprennent que la jeune fille est aussi intelligente que le jeune garçon.
Le projet d'éducation et de santé des filles va durer 3 ans. Si la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a co-organisé avec l'Organisation internationale des employeurs le 5e sommet des partenaires sociaux, le développement et la surveillance des plans d'action nationaux, voilà le thème de cette rencontre de réflexion qui s'est tenue les 13 et 14 septembre dernier et qui a réuni une 40aine de pays africains. L'objectif était de définir des stratégies afin d'apporter une réponse à la problématique de l'employabilité à laquelle sont confrontées les économies africaines. Nadia Eidja, Cheikh Kone Aboubakar. Durant 2 jours, une 40aine d'organisations du monde du travail en Afrique a planché sur la question de l'employabilité des jeunes africains. Au titre des décisions de cette rencontre, la mise en œuvre de plans d'action nationaux, la digitalisation des économies africaines et l'investissement dans le secteur de l'agriculture et de la technologie. L'Organisation internationale des employeurs, OIE, a rappelé le rôle prépondérant de ses membres dans l'application de ces résolutions. Nous devons travailler sur des plans d'action efficaces pour faire la différence et renforcer notre rôle en tant qu'acteur du secteur privé. Pas seulement pour développer des entreprises, mais aussi pour créer des emplois. Hôte de cette rencontre, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CEGC, a rappelé sa volonté de promouvoir l'emploi des jeunes pour une économie dynamique. L'emploi reste avant tout un problème économique. En accueillant le présent sommet, la CEGC marque son engagement en faveur des politiques économiques qui non seulement créent la croissance, mais aussi des emplois décents en quantité suffisante pour contribuer à la réduction de la pauvreté. Selon les statistiques concernant le continent africain, 1 million de jeunes arrivent sur le marché de l'emploi chaque mois. La population active s'accroît de 18 millions par an et 80% des emplois sur le continent sont dans l'informel. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de cette réalité. C'est pourquoi le gouvernement s'attelle à faire de l'emploi des jeunes une priorité. Depuis 7 ans, nous avons un taux de croissance parmi les plus élevés au monde. Malgré ces résultats obtenus, l'emploi, surtout celui des jeunes, reste un défi important et une priorité pour le gouvernement ivoirien. Dès lors, vous comprendrez notre intérêt à être associé à ces travaux en vue de trouver des réponses pragmatiques et des solutions concrètes afin de construire un avenir décent pour la jeunesse de notre pays et lui donner un motif d'espoir. À ce jour, plusieurs actions ont été menées par le gouvernement ivoirien en faveur de l'emploi des jeunes à travers la création de l'agence Emploi Jeunes. C'était un reportage de Nadia Eidja, commenté pour vous par Cheikh Kone. Bientôt, un registre social unique des ménages pauvres et vulnérables en Côte d'Ivoire. C'est en tout cas le souhait du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté qui, pour y arriver, vient d'initier un séminaire de réflexion sur les outils de collecte et les variables de mise en route, mise en œuvre donc de ce registre avec toutes les parties prenantes. Les précisions de Grace Kando. Un registre social unique des ménages pauvres et vulnérables en Côte d'Ivoire, bientôt disponible. Il consiste à fusionner les bases de données existantes des structures œuvrant dans le social. Cette initiative du gouvernement vise à mettre sur pied un système performant fournissant des informations fiables d'aide à la prise de décision dans le secteur de la protection sociale. Ce registre-là, c'est d'abord essayer de mettre en place la base de données, c'est-à-dire répertorier selon une méthode de travail qui a été déjà arrêtée, fiable et sur toutes les personnes en Côte d'Ivoire qui sont considérées comme indigentes. C'est un registre, par exemple, que l'Éducation nationale pourrait utiliser, par exemple, dans le cadre des kits scolaires, que le ministère de la Santé pourrait utiliser dans le cadre, par exemple, des soins gratuits aux personnes indigentes, que le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale pourrait utiliser dans le cadre, par exemple, de la couverture maladie universelle, là où l'État doit payer la part des personnes pauvres. Naturellement, il faut avoir une base de données afin d'identifier ces personnes pauvres-là. La mise en œuvre de ce registre social unique des ménages pauvres et vulnérables est fondée sur une approche participative et communautaire. Le registre doit pouvoir mettre en place des outils conjoints. Et l'une des démarches, c'est surtout celle du ciblage. Comment est-ce qu'on fait pour cibler sur la base du même protocole, sur la base des mêmes outils,
Et en la matière, avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, mais avec le leadership de certaines structures telles que l'Institut national de la statistique et l'NCA. Ce document s'inscrit dans la continuité du projet filet socioproductif qui consiste à remettre des allocations trimestrielles de 36 000 francs CFA destinées à des ménages ciblés parmi les plus démunis en milieu rural. À ce jour, 35 000 ménages en sont bénéficiaires sur 92 620 ménages. Toutes ces initiatives font partie de la stratégie nationale de la protection sociale financée par la Banque mondiale sur la période 2015-2020. La journée internationale de la protection de la couche d'ozone a été célébrée dimanche dernier, 16 septembre. Cette année, le thème de la journée est « Gardons la tête froide et poursuivons nos efforts ». Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a saisi l'occasion pour sensibiliser les populations de la commune de Koumassi sur l'importance de la couche d'ozone et de sa protection. Le témoignage de Salima Toudia et Grace Kando. Plus de 98% des substances appauvrissant la couche d'ozone sont éliminées et le trou dans l'ozone a diminué d'une superficie équivalente à celle de l'Inde, soit 3,84 millions de kilomètres carrés. Quasiment la même superficie disparue entre 1981 et 2010. Les 197 États ayant ratifié le protocole de Montréal se réjouissent de cette avancée. La Côte d'Ivoire, pour sa part, a interdit en 2010 l'utilisation des chlorofluorocarbones, hydrofluorocarbones, des substances qui détruisent la couche d'ozone. Dans ce problème de la couche d'ozone, il y a les hydrochlorofluorocarbones, HCFC, qu'on doit éliminer entièrement en 2030. Et on exige que la Côte d'Ivoire, d'ici 2020, réduise déjà de 35%. Ces produits chimiques-là ne sont pas nocifs, n'est-ce pas, aux humains que nous sommes. C'est seulement dans leur utilisation. Je donne un exemple. Quand on prend le bromure de méthyle, quand vous pompez les sacs de cacao, n'est-ce pas, ce n'est pas tout qui va dans le sac. Il y a une partie qui s'échappe. Et c'est cette partie qui s'échappe là qui va détruire la couche d'ozone. Des équipements de froid utilisant des substances autres que les frayons 22 ou hydrofluorocarbones et adaptés à la couche d'ozone ont été présentés au public. Les produits nouveaux, n'est-ce pas, qui remplacent ceux qui sont prohibés, n'ont aucun impact. Ce sont ce qu'on appelle les alternatives. Nous attendons que donc la population vienne visiter pour voir qu'avant de payer un gaz pour alimenter son frigo, qu'il fasse attention parce qu'il y a du faux. La célébration de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone, débutée ce lundi à Koumassi, au Centre de perfectionnement des métiers de mécanique et d'électricité, se tiendra sur 2 jours. Évoquons à présent la 5e édition de la journée de la retraite active qui se tiendra le 27 septembre prochain. Cette année, le thème de la journée est la retraite, un nouveau projet. La présidente du Fonds de développement pour la retraite active l'a annoncé hier au cours d'une conférence de presse. Selon Hélène Diarra, l'étape de la retraite est beaucoup plus perçue comme une fin alors qu'il faut y voir un nouveau départ. Le reportage de Patricia Omoitia dans nos prochains journaux. C'est l'heure de l'actu. En bref, direction la Mauritanie, la Corée du Nord et la Chine, dans un commentaire de Laurent Sachaud et Alexis Ouedraogo. En Mauritanie, le président de la CENI s'est félicité du taux de vote chez les jeunes. Il reconnaît toutefois des lacunes et des insuffisances dans le déroulement des élections. La violation de la loi sur le plafond des financements des campagnes électorales et le non-respect des textes interdisant l'implication des militaires dans le processus électoral. La commission électorale a officialisé la victoire du parti au pouvoir aux dernières élections locales et législatives. L'UPR a remporté les 13 conseils régionaux qui ont remplacé le Sénat, ainsi que la majorité à l'Assemblée nationale et plus de 2/3 des communes. Le président sud-coréen Moon Jae-in a atterri ce mardi à Pyongyang pour rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Le président sud-coréen entend développer la coopération entre les deux pays, notamment sur le plan économique. C'est le 3e sommet entre les deux hommes en moins de 6 mois et c'est la toute première fois depuis 11 ans qu'un président du Sud se rend dans la capitale du Nord. La guerre commerciale entre Washington et Pékin se durcit. Donald Trump tient sa promesse puisqu'il n'obtient pas de concessions suffisantes sur l'ouverture des marchés chinois.
Il relève de 50 à 200 milliards de dollars la liste de produits chinois qui seront taxés à l'entrée du territoire américain. Les nouvelles mesures annoncées par la Maison-Blanche sont d'autant plus provocantes qu'une autre liste de 267 milliards de dollars est en préparation si Pékin venait à riposter. Et c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette édition. Vous pourrez la revoir si vous le voulez sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci.